Émission consacrée à Jean Sénac, poète algérien assassiné dans la nuit du 29 au 30 août 1973. Musique. Oui, je suis né à Benissa, près de la frontière marocaine. En quelle année? Bien, je suis né en 1926, de parents espagnols et français, mais enfin j'ai eu une éducation au départ très proche de l'Espagne, en somme, par mes origines. راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة جاب دا مدحول ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة. Tout de même en Algérie, l'on vit constamment au milieu d'un univers qui est arabe, c'est certain. Ça m'a marqué dans la mesure où par les relations amicales, par le climat mental dans lequel je pouvais être situé. Et ça m'a marqué surtout à travers, justement, la poésie populaire des pays du Maghreb, dans laquelle j'ai essayé de retrouver, justement, des sources. C'est en exil dans le Paris de la beauté et de la peine que Jean Sénac vécut pleinement une partie de sa vie de poète et de militant. Et c'est là aussi qu'il connut l'amour, cette lumière dont on ne peut guérir, écrivit-il. Pour reconstituer des tranches de sa vie, des fragments de territoire de sa poésie et de ses activités politiques, j'ai suivi un chemin sinueux en traversant et la France et la Méditerranée pour retrouver ces dernières traces dans cette mère Algérie, son inlassable amour, comme il l'a chanté dans Matinale de mon peuple. Oui, oui, oui. Ben, c'est important que des poètes algériens parlent de leur aîné. Oui, oui. Bon, ben, tu vas me parler dans les circonstances dans lesquelles tu l'as rencontré, ben, de son émission Poésie sur tous les fronts, et puis de sa vie. Enfin, ouais, il faut le faire vivre, quoi. Il faut le faire connaître. Tu réveilles la fleur qui couve sous mes doigts. Je voudrais te donner les couleurs du matin, car tu es mon ami et je te reconnais au cri de l'hirondelle. Moi non plus, je n'avais pas connu mon père. Mon père est mort, j'avais 5 ans. On avait été élevés par une mère abusive, une mère comme elles étaient en Méditerranée, pas très loin des mers arabes d'ailleurs. Vous voyez, la mère dont le fils, le garçon qu'elles avaient et qui était pour elles, quand elles avaient que ça, c'était l'homme de la famille. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et bien, ça c'était un terrain d'entente avec les gens. Des fois je racontais, mais ma mère me disait, mais non, tais-toi, ça c'est ma mère qui disait ça. Mais je disais, ouais, c'est marrant ça. Ma mère faisait pareil. Et la mère de Camus faisait sûrement pareil aussi. Là, c'est Noël 63. Jean passait Noël avec nous. Jean revoyait sa mère depuis 1954, où il était parti en France. Elle acceptait dans tout ce qu'il avait d'extravagant. Et il y avait ce côté en même temps de fuite de sa mère, et en même temps ce remords qui le rongeait, de dire ah, et on lui a dit écoute Jean, ça te plairait si on allait chercher ta mère? Ah, il dit ça, c'est vraiment... Mais elle était restée d'ailleurs un bout de temps avec lui, mais c'était infernal, quoi. C'était comme dans ces quartiers-là, le voisinage faisait beaucoup. Je pense qu'elle n'était pas très loin de la misère. Et j'en avais conscience. On avait conscience, ça le rongeait, et en même temps, il disait je peux pas vivre avec elle, quoi, parce qu'elle me dévore, quoi, au sens... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du train 3635 à destination de Limoges.
il parlait souvent de sa mère, disant que c'était une femme très simple. Il la comparait souvent à la mère de Camus. Toutes les deux avaient été femmes de ménage. Et il parlait peu de son père. De toute façon, il disait, ma mère a eu un homme de passage. Est-ce que c'était un gitan? Est-ce que c'était un espagnol? Est-ce que c'était un pied noir? Est-ce que c'était un arabe? On n'en sait rien, on ne le savait pas, puisque le nom de Sénac vient du second mari de sa mère. C'est étonnant, peut-être tous les textes qu'il a pu faire sur son père et sur sa mère. La mère, c'était un personnage extraordinaire, étonnant. Elle est naturellement une comédienne. Ah oui, non, c'était Sarah Bernard, quoi. Il y a toute une part de Sénac, ça vient de sa maman, hein, qui s'est battue toute seule, parce que le père, je ne sais pas où il est, mais le vrai père, il l'a toujours cherché. J'avais rencontré sa mère, et je m'étais aperçu que Jean était non seulement le portrait caché de sa mère, mais il y avait énormément de sa mère. C'était une tragédienne. Jean adorait la tragédie. Mais elle était un peu plus ou moins païenne, superstitieuse, très espagnole. C'est sa mère qui l'a éduquée. Elle lui a fait connaître d'abord, disons, la société arabe par le biais de ses relations avec son voisinage. Parce qu'elle habitait le quartier de Saint-Eugène, qui n'était pas un quartier de riches, un quartier populaire où cohabitaient pratiquement les Juifs, les Arabes et les Européens, les petits blancs européens. Pratiquement, il n'a fréquenté que la société, sa société, la société pied noir. C'est celle de sa communauté jusqu'en 49-50. Entre guillemets, il a fréquenté les indigènes à Alger. Il les a connus à Alger. Oui, à Alger. Non pas à Oran. Non, oui, à Alger. Le véritable Algérien, il l'a rencontré à Bab el Oued. Il l'a rencontré quand il s'est mis à fréquenter des gens comme Momo, Imoud Brahimi, quand il allait chez Sauveur Galliero, qui habitait en pleine Casbah. C'est à ce moment donc qu'il a vraiment pris conscience de ce que pouvait être la nation algérienne, un jour ou l'autre. Mais donc il a connu les Algériens par carambolage en réalité. Mais quand il a commencé à fréquenter les Arabes, c'est là où il a découvert justement qu'il existe d'abord un racisme tacite entre les différentes communautés, mais qui était beaucoup plus vif, beaucoup plus avivé chez sa propre communauté. Dans Sénac, il y a une émotion très forte vis-à-vis des démunis et une indignation de leur sort, de leur situation. C'est ça qui fait que Sénac s'insurge contre sa propre communauté, qui ne voit l'autre qu'à travers sa propre misère à elle, et qui ne peut pas enregistrer la misère des autres. Et l'Algérie, à partir des années 1930, est un pays où il y a beaucoup de misère. C'est ce qui fait qu'après 1945, et dès 1942, Camus commence à écrire des textes qui s'appellent « Misère de la Kabylie », où il prend une position radicale contre la situation que l'on fait à la paysannerie algérienne, qu'on transforme en émigrés du sol. Rue de Chartres, ils dorment dans la boue, des cafards tendres sur les joues, les pieds écorchés, les yeux froids, beaux, souriants, entassés. Rue de Chartres, les enfants, ils ne dorment plus, ils ne dorment pas. On a lâché sur eux les nerfs de bœuf du monde. Me voici à Alger où Sénac, débarquant de sa province oranaise, fit la connaissance de grands écrivains comme Rondeau, mais aussi et surtout l'homme solaire que fut Sauveur Galliero, un grand peintre qui immortalisa la lumière d'Alger la Blanche. Et c'est en 1946, dans le fameux hôtel Aliti, que Sénac rencontra également une célébrité de l'époque, Simone de Beauvoir, qui avait vu dans la poésie de Sénac les influences de Verlaine et de Gide. Depuis cette époque, l'Algérie a bien changé. On est loin des discussions sur l'existentialisme entre la philosophe parisienne et le poète algérois. Une autre philosophie et d'autres préoccupations taraudent aujourd'hui la société algérienne. Sénac, en gros, a connu deux grands bouleversements. Le premier se situe en 1946, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où, en Algérie, il y avait une vie culturelle, artistique, créatrice très importante. Et Sénac est d'emblée entré dans ce bouillonnement de l'après-guerre, où il y avait beaucoup d'artistes étaient installés soit à Oran, soit à Alger,
auxquels il y a des artistes français, au nombre desquels il faut ajouter aussi les artistes espagnols qui avaient quitté l'Espagne franquiste. Bon, donc il y avait tout un... Et Sénac a été de tout... vraiment été de tout ce qui s'est passé pendant, entre, disons, 46 et 62. Il arrivait d'Oran, lui, hein, quand même. Il est rentré tout de suite dans ce circuit des peintres d'Alger, où il y avait Galiero, Simian, tout ça, on était tous un peu de la même époque, à peu près. Et il est rentré jeune en écoutant ce qu'on pouvait lui dire. Surtout, il était très amoureux de Galiero. C'était son ami intime, Sauveur. Jean Simian aussi. Mais avec nous, on était la famille, alors c'était le frère, le père, enfin, il avait la maison, puis surtout, il avait la bouffe quand il voulait. Il faut dire pratiquement la première Algérienne qu'il a connue, c'était Baya. C'est très important, Baya, dans la vie de Sénac. C'était en 49, dès le retour de Baya de Valoris, où il a été... elle a fait un peu de poterie avec une compagnie de Picasso et tout ça. Donc, le poème matinal de mon peuple, justement, il date de 49. Le poème matinal de mon peuple, qui est un poème très important. Elle avait été saluée par Breton. Oui, André Breton, oui, d'Ermengen et tout ça. C'était pour lui le symbole à la fois de l'artiste qui agit avec une grande facilité, qui travaille avec une grande facilité, le cas de Baya, et en même temps le symbole d'une Algérie qui allait naître, parce qu'il a deviné en elle que c'était la vraie Algérienne, enfin, bien sûr que c'était la vraie Algérienne, la vraie Algérie. À travers elle, c'est comme Nedjma pour Kateb Yassine, c'était tout un mythe. Lui, c'était Baya et Galiero. En 1948, Sénac prend part à des rencontres très importantes qui ont eu lieu près de Blida, Sidi Madani, et des rencontres qui ont regroupé des artistes venus d'Algérie et de France, et c'est là qu'il rencontre Albert Camus, et qu'il rencontre Kérol, qu'il rencontre Ponge, Tortel, Mohamed Dib. Ces rencontres lui ont permis non seulement d'accentuer sa conscience politique, mais aussi de devenir plus exigeant sur le plan intellectuel. Et c'est du Sana de Rivet qu'il écrira à Camus. Et Camus, il lui fera découvrir René Char. Et très vite, Sénac parlera de l'influence de la Trinité essentielle, c'est-à-dire de Camus, de Char et de Lorca. Et Jean considérait toujours que le sanatorium de Rivet avait été pour lui, en somme, la piscine de Siloé, où il avait retrouvé un sens à la vie, un sens nouveau. En somme, pour lui, Rivet, comme Siloé, était une naissance, j'allais dire une renaissance. J'ai la collection de Soleil, qui était une revue que Jean avait montée en quittant Rivet, en quittant le sanatorium de Rivet, où il était employé à ce moment-là à Radio Algérie. Au sommaire du premier numéro figuraient le peintre Galiero, Bataille, Kateb Yassine, Philippe Louit, Jean Sénac bien sûr, Louis Fouché, José Pivin, Mohamed Dib. C'est Camus qui lui a ouvert les portes de la capitale, de Paris, capitale des lettres, des arts, des théâtres. Enfin, il a fréquenté toute la bande de Camus. Jean Grenier, Jean Daniel, Maria Cazares, Brice Parrain, en 50, 51, 52, au moment de son premier séjour en France. Ici commence la vie parisienne de Jean Sénac. C'est son arrivée d'Alger en 1951, la première fois qu'il viendra en France. Et c'est là qu'il a atterri à l'hôtel du Vieux Colombier. Hôtel tenu à cette époque-là comme gérant. Les gérants de cet hôtel étaient Louis Nallard et Maria Menton, qui étaient des amis d'Alger à lui. C'est pour ça qu'il s'est rendu là. Et là, Jean va rencontrer le tout Paris artistique, à savoir cet hôtel. Il y a vécu Paul Yakov, Robert Hossein, Paul Gillon, Pierre Homchikous. Là, c'est le tournant de la vie de Jean. Il a pratiquement toujours logé là, parce qu'on avait une propriétaire qui fermait les yeux, parce qu'il ne payait pas, bien sûr. Et pour vivre, il vivait. Mais il n'y avait pas le seul. Il y avait Robert Hossein aussi. Mais
Ils étaient là à tous les repas. D'ailleurs, on est resté 3 ans, j'ai l'impression qu'on a vécu 10 ans moi, dans cet hôtel. Parce que pas un seul jour on a mangé tous les deux ensemble. Mais jamais. Il était tout le temps. Il y avait toujours, mais pas un, ils étaient plusieurs. Ah, il revenait avec une Sauveur, il débarquait, il m'a dit, je suis avec quelques copains. Et oui, on est 7, quoi. Alors on mettait des nouilles. Ouais, en fait, c'était marrant. On recommencerait bien quand même. Ça a été la belle époque du quartier. C'était le plein quartier de Saint-Germain, oui. Jean adorait rencontrer des personnalités. Alors de temps en temps, on allait au Montana parce qu'il y avait, on pouvait y rencontrer Daniel Gélin. Alors de temps en temps, quand on avait quelques sous, on allait prendre un petit café ou un petit truc comme ça, au Montana, en se disant peut-être on va rencontrer Daniel Gélin. Bon, évidemment, il y avait des personnages clés tels que Édith Piaf, Gréco, Catherine Sauvage. Mais il était aussi capable d'aimer Mireille Mathieu. Il était fou de Mireille Mathieu. Voilà une photo de Jean Sénac quand je l'ai rencontré. J'avais pas tout à fait 17 ans, hein, cette photo. Il y a une autre photo que moi, j'aime beaucoup de Jean. Si j'ai eu une importance dans la vie de Jean, soit j'ai eu une très grande importance, mais il y a un autre personnage qui a eu une grande importance et qui est terriblement cité quand même dans son œuvre, c'est Patrick McAvoy, qui est près de lui, à Antibes. Il y a un entre-deux de la vie de Jean, alors là où il aimait faire le pitre, ça a été Châtillon-en-Diois, mais en vérité c'est pas du tout un voile arabe qu'il a sur la tête, ou c'était un short d'un petit ami qu'il avait à Châtillon-en-Diois. Et là, c'est une photo marrante parce que c'est son retour à Alger en 62. C'est-à-dire qu'il a coupé la barbe. Il avait décidé de garder la barbe jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Après son premier séjour à Paris où il a côtoyé les gloires des arts et des lettres, Jean Sénac revient à Alger où il reprend son bâton d'aventurier de la connaissance pour encore et toujours mettre en lumière les artistes encore peu connus du public, comme Abdallah Ben Antar et Mohamed Aksou, aujourd'hui célébrés à Paris. Tu me permets de les revoir. Ça a été un des premiers à parler de Mouloud Feraoun, alors que Le Fils du Pauvre n'avait pas encore été publié. Très tôt, il va s'intéresser à l'œuvre de Mouloud Mamri, de Kateb Yassine, bien évidemment. Et Jean a relancé une nouvelle revue, une revue qu'il a appelée Algérienne d'ailleurs, et qui s'appelait Terrasse. Et ce premier numéro comportait un sommaire assez prestigieux. C'est un peu toujours dans la même mentalité de regrouper des gens qui ont quelque chose à dire à la suite de Soleil. Mais toujours dans la perspective de relancer la culture et l'identité algérienne. Jean était il lançait des idées, mais il ne pouvait pas s'occuper de tout. Et à l'époque, il disait bon, il n'y a personne qui prendra la suite pour continuer la revue. Et elle n'a pas eu de numéro suivant. Jean était un semeur de rêves. Il a repris ses relations avec les militants algériens, de tous les partis nationalistes, MTLD, UDMA, Parti communiste algérien, etc. Et déjà à l'époque, il avait une préscience extraordinaire. Même il a écrit à Camus une lettre d'ailleurs qui date de l'été 1953, où il avertissait Camus de l'organisation de réseaux, de maquis, etc. Mais on l'a traité de rêveur. Personne n'a voulu le croire. À l'époque, il a écrit un ensemble de poèmes qui s'appelle Matinale de mon peuple. Dans Matinale de mon peuple, justement, il prend conscience d'abord de l'Algérie, de ses souffrances et de ses luttes, et même de combattants souterrains qui vont déclencher bientôt une révolution. Je répète ton nom, toujours le même, celui qu'aucune humiliation, aucune colère n'efface, le tien, mère Algérie.
Notre inlassable amour, tes lettres sont douces à nos lèvres, tes luttes douces dans nos veines. Sénac a été licencié de la radio Algérie. C'était le mois de juin 1954 parce qu'il venait de consacrer une émission à Mouloud Mamri de son roman La colline oubliée où, outre le côté berbère et tout ça, il voyait une patrie algérienne qui émergeait justement. Et effectivement, il a été victime d'un certain ostracisme de la part de ses compatriotes. Et d'un autre côté, il y a aussi, pas tous les Algériens, une partie des Algériens qui voyaient en ces poèmes matinaux de mon peuple une sorte d'insincérité. Et déjà Sénac, à l'époque, en 53, pour rejoindre ce que vous venez de dire, il était rejeté justement par les deux communautés. Sénac va militer activement pour l'indépendance de l'Algérie. Par exemple, dès son arrivée à Paris, en octobre, il ira voir Mauriac, François Mauriac, qui l'entretiendra de la situation politique en Algérie. Il publiera des textes engagés, et notamment Le Soleil sous les armes, un essai sur la poésie algérienne de résistance, le premier essai sur ce sujet. Et Sénac participera aussi activement à l'impression des premiers numéros de résistance algérienne, l'ancêtre d'El Moudjahed, qui était publié ici à Paris par la Fédération FLN de France. Il a reçu, on peut le dire, tous les responsables, responsables clandestins du FLN. Jean ne me tenait au courant de rien. Je savais, évidemment, j'étais obligé d'être au courant qu'il fréquentait énormément d'Algériens. Et même plus, puisque souvent on les recevait à manger, c'est moi qui faisais la cuisine. Puis il faut savoir aussi une chose, c'est que Jean craignait énormément que je sois arrêté par la DST, par ceci et par cela, quoique, bon, en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est que il faut regarder les choses en face. Nos relations ne plaisaient pas tellement au FLN. Ils pensaient que j'étais, qu'on m'avait mis un peu dans le chemin de Jean pour structurer des informations. Voilà. Et Sénac voyait souvent Camus, il parlait du problème de l'Algérie, mais sur le problème, sur la question de la violence, du terrorisme, il y avait opposition entre Sénac, exalté, engagé, et Camus, l'homme de la pensée de midi, l'homme de la raison, de la critique. En 1957, Sénac rompt avec Camus, qui ne soutient pas les nationalistes algériens. En ce qui concerne Camus, il critiquait Camus sur sa fameuse phrase disant « si j'avais à choisir entre la justice, c'est-à-dire l'Algérie indépendante et ma mère, je choisirais toujours ma mère. » Mais Sénac lui disait « Moi, je me suis arrangé pour que ma mère et la justice soient du même côté. » La grande rupture, c'était Le Soleil sous les armes, ensuite le prix Nobel. Quand Camus a reçu cet essai, il a été vraiment très choqué. C'est après le Nobel. Il est arrivé, il a demandé d'une vacité à voir Camus, et il a pénétré de force dans son bureau. Il lui a reproché pourquoi il ne s'engage pas. Il a traité même de lâche. Puis même Camus était très foncé, bien sûr, furieux. Il a chassé le Sénac de son bureau. Et puis il s'est mis son front sur la table, il a commencé à pleurer. Il a eu des larmes, parce que moi je tiens ça d'une personne digne de foi qui est Jean de Maisoncelles, qui la tient de la secrétaire Suzanne Anili. J'étais trop jeune. Donc il a dit, et justement, et si ce petit avait raison? Ça l'a déchiré beaucoup, mais ils se sont pas entendus, je comprends bien, je comprends aussi la position de Camus. D'une certaine façon. Il aurait bien voulu que ça se refasse. Il aurait voulu le retrouver. Et je crois que la rupture a été là. Il n'y a pas eu de dimension après, me semble-t-il. Je ne crois pas qu'il l'ait revu. Il en a souffert. C'était son père, quoi, Camus. Mentalement, sa ligne de création, c'était vraiment Camus.
Durant son séjour à Paris, Jean Sénac changeait souvent de domicile pour de multiples raisons. C'est ainsi qu'il atterrit à Gentilly, chez des peintres yougoslaves, où il écrivait en partie son unique roman, Ébauche du père. Qu'il pleuve ou que le temps scintille, il n'y a ni répit, ni joie. Il y a ta grande voix inhumaine qui secrètement me laboure. Depuis si longtemps dans le ventre de la mer je parle. Depuis si longtemps, les printemps sur la table ont pourri. Me voici sans beauté, la tribu me chasse. Ô lassitude vigilante, néant du père, au repos. C'est-à-dire que Sénac, on l'a connu depuis qu'on est venu à Paris en 1952, à l'hôtel du Vieux-Colombier. Quand il était ici, c'était, Pierre, tu te rappelles, c'était peut-être dans les années 58. On l'a laissé justement, Paris 58. Et à ce moment-là, il est resté pendant une année ici. Donc, notre demeure, notre chambre à coucher est en haut, n'est-ce pas? Et puis on lui a trouvé aussi, on lui a mis un lit pour dormir, d'avoir ça. Et il y avait Jacques Miel était là aussi. C'était vraiment une ambiance et un âge très détendu, en même temps avec beaucoup de joie, beaucoup de difficultés matérielles. Tout le monde était très très fauché. Parmi nous tous, mais on réussissait quand même à mener une vie plus ou moins normale et très créative, comme dit Pierre. On travaillait tous beaucoup. Hein. S'il travaillait ou il... il travaillait toujours tout le temps, n'importe comment et n'importe où. Les tickets de métro sur la boîte des petites notes des petits bouts comme ça. Bon, c'est un phénomène, ce Sacré Sénac. Et là, il pouvait dormir 48 heures, sans arrêt, carrément, ou même plus. Et puis aussi, de ne pas dormir pendant 48 heures ou 60 heures de suite. Jamais calme, jamais. C'était toujours... c'était pas une excitation, mais c'était vraiment une passion. C'était sa propre nature, sa vraie nature, oui. Le sang nous a brisés, le sang nous a sauvés. À nouveau le soleil bronze le corps du peuple. Qu'ils sont beaux les porteurs de nouvelles, Istiklal El Jazairi. Qu'ils viennent pour l'émerveillement du cœur et qu'ils aillent répétant, là était la ruine et là est le nid. Beauté de nos gosses à l'orée du jour, soleil dans le regard de tous, j'ai rêvé. Ce peuple est plus grand que nos rêves. Tel un aigle, la poésie de Sénac planait dans le ciel d'Algérie pour en dévoiler la beauté. Ce soir, nous déclarons l'Algérie terre ouverte, avec ses montagnes et sa mer, notre corps avec ses impasses. Dans nos rêves, à profusion que s'engouffre le vent d'ailleurs. Citoyens innommés, nos portes sont atteintes. Ne tardez plus. Il a été accueilli par le président Ben Bella, le ministre de la Défense Ahmed Houari Boumediene, et Al-Anqa, on l'a traité de héros. Al-Anqa a dit, vous êtes notre héros, Ben Bella, enfin heureux de vous connaître. Après, il a déjà nommé. Il a tout de suite été nommé conseiller du ministre de l'Éducation nationale, qui était Abdelrahman Ben Hamida. Il a été tout de suite président du CIRBUA, le comité pour la reconstruction de la bibliothèque universitaire qui avait été brûlée, plastiquée, mai-juin 62. Comme il avait fait de la radio à l'époque de l'ORTF, on lui a tout de suite donné une place à la radio. Il a commencé une émission qui s'appelait Le Poète dans la Cité. 64, 65.
Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui sont rapprochés de Sénac. Oui, et puis son émission, le poète dans la cité. Des jeunes et pas des moindres. Oui, 64-65, et puis son émission Poésie sur fait des francs à partir de 67 jusqu'en 71. C'est là où il a donné la parole aux jeunes poètes que sont Malak Aloula, Rachid Boudjedra, Djamali Mazitan, Youssef Septi. J'avoue que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi dévoué à la littérature, à la poésie, à l'art. Et c'était une sorte de catalyseur, vraiment de catalyseur. Il était là, il s'occupait de ceux qui commençaient à écrire, il mettait un point d'honneur à avoir des nouvelles de tout le monde, il se déplaçait sans arrêt. Il vibrionnait, littéralement, il vibrionnait dans ce monde, disons, artistique, de l'Alger post-62. Et c'était vraiment impressionnant. Et à l'époque, si tu te souviens, nous organisions les chantiers de travail volontaire à Al-Slam, Ouad Foda et en Kabylie, entre autres. Et donc Sénac était partant, il venait dire des poèmes, parler avec les jeunes volontaires, tu vois, des jeunes Algériens, des jeunes du monde entier. Voilà, Hadi Wahda. Ensuite, moi j'habitais au Télémni, Sénac n'était pas très loin, juste en bas. Et donc, quand on a été arrêté, après le coup d'État, avec Mohamed Harbi et tous les copains, un des seuls qui a eu le courage, avec Yassine, de lancer une pétition demandant notre libération, c'est Sénac. Là, on s'est connus, il habitait encore à la Pointe Pescade, il était au bord de la mer, il était ivre de soleil, de mer, de vie, etc. Et il était littéralement fou d'écriture à l'époque, rage d'écriture. Je crois qu'on peut donner de lui, en tant que poète, l'image d'un maçon, d'un artisan, et il s'identifierait, je pense, volontiers à quelqu'un qui travaillait sur le cuivre. C'est quelqu'un qui considérait la poésie un peu comme un travail inlassable. Il disait qu'un mot, qu'on plaçait après un autre mot, ne pouvait absolument pas être remplacé par un autre mot. Je viens d'un pays qui est plein de soleil, et j'essaie de donner aux mots une charge, enfin un côté charnu, un côté vivant, afin qu'ils puissent, que ces mots puissent bien se manger. En somme, lorsqu'on lit un poème, il faut qu'on puisse saliver. Ce que tu saisis de ces corps au point panique de l'orgasme, c'est un peu contre chaque mort. Le vol imaginé de l'âme, la racine, que rien, ni le temps ne flétrit. Voix nubile pour engloutir les barrissements de la flamme. Et dans la page infinie bleue, l'ordre nocturne du butor. Corps, cessez de me donner une âme. Je crois alimenter ma flamme quand je n'ai pure que ma plaie. J'aimais beaucoup les textes de Sénac parce que il y avait une sorte d'illusion très forte. Je veux dire, pas une illusion qui n'a pas de vérité, mais une illusion comme on dit en espagnol, et peut-être ça tient à sa rhétorique à lui, à sa poétique, comme on dit, de quelque chose qui vous tient. En espagnol, on dit « me da illusion ». Ça veut dire que c'est comme dans Cervantes, que l'illusion, c'est un vrai lieu de la création poétique et utopique. Sénac, c'est un poète. C'est un poète, c'est assez différent. Et le poète, il a toujours un rapport avec la réalité comme éclatement. Et ça, l'éclatement de la réalité, pour le poète, c'est essentiel. Et c'est essentiel pour le langage même du poète. Parce que le poète, il doit travailler sur l'éclatement des mots. Il doit sortir les mots de leur enfermement, disons, réel, de leur accrochage à la borne, pas de la réalité ou de l'enfermement ou de la prison des mots. La poésie est le regard sans rancune du pauvre. Elle est aussi son point. Donc il y a vraiment une passion
une passion chez Sénac. Elle est chrétienne et puis en même temps elle est tempérée par le lieu algérien qui est le lieu solaire. Elle est plus indépendante que la fermeture, on pourra dire, christique au niveau du corps. D'où l'émancipation prônée par Sénac au niveau d'un amour qui ne serait pas simplement, disons, hétérosexuel, mais qui est lié aussi à l'amour juvénile du corps, dans ce qu'on peut appeler une homosexualité, disons, spermatique. Même à l'intérieur de la poésie politique, il y a vraiment des fulgurances de l'image. Je veux dire, par exemple, si je me réfère à quelque chose comme le texte qui s'appelle Honte, 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 rue de Chartres, ils dorment dans la boue, des cafards tendres sur les joues, les pieds écorchés. Voilà. Il y a toujours ce double lieu là. Et par exemple, il y a quelque chose, on a lâché sur eux les nerfs de bœuf du monde. Voilà, sur la flagellation. Hein. Donc il y a ces incidences de l'image qui sont très très fortes et qui appartiennent au mouvement poétique dans lequel s'inscrit quand même Sénac. C'est après André Breton, pas le fameux texte d'André Breton, après Poisson soluble, sur le peu de réalité par rapport au poétique et la création poétique qui prend en charge ce que le politique détruit. Ce que j'aime bien en Sénac, c'est qu'il a très bien compris que le mot était une théâtralité collective, politique et singulière. Voilà, c'est ça l'effet Sénac qui veut dire, se dit à travers d'autres grands textes de la littérature maghrébine ou ailleurs. Il a innové Sénac, il a créé de nouveaux mots. Seulement le plus célèbre d'entre eux, c'est corps-poème. Et puis il a renouvelé le point d'ironie comme signe de ponctuation, ce qui était complètement oublié. Puis il a intégré il a été l'un des premiers, avec Béchir Hadjali aussi, a intégré des mots arabes, des expressions arabes dans sa poésie. Donc il était rattaché à plusieurs sources. Hein, tu peux avoir du Rimbaud, du Saint John Perse, du Walt Whitman. C'est du Verlaine, non? Ah oui, au début. Ah oui, au début. Au début, il écrivait des poèmes. Le cercle Lédian, c'est Verlaine. Oui, le cercle Lédian, c'est Verlaine. Ensuite, il a subi l'influence de Lorca, de Géné, d'Apollinaire. On ignore aussi Apollinaire. Lorca, il avait adoré Lorca. Ah, oui. Mais il était resté, je crois, à son maître constant, René Char. Ces poèmes étaient tels que le personnage était, c'est-à-dire enflammé, lyrique, ça, bon, on peut aimer, c'est vrai, c'était assez beau. Et Sénac, pour moi, je me souviens d'une de ces métaphores au moment de la révolution agraire. Et il y a, dans un de ses poèmes, il écrit, s'adressant à une femme algérienne, il lui dit « Tu es belle comme un comité de gestion ». Donc tu vois, on peut analyser l'image, évidemment, c'est surtout l'image de cette terre qui est reprise, cette terre dont les Algériens ont été spoliés, qui pour lui était la beauté de la chose, la beauté de la révolution. C'était ça, parce qu'il était très sensible à tout ce qui était révolutionnaire, tout ce qui était bouleversement d'un ordre ancien. Il est naturel que cette formule « Tu es belle comme un comité de gestion » vienne sous sa plume. Sénac fut une victime de l'intolérance nourrie d'un nationalisme étriqué, un chauvinisme qui 20 ans plus tard, sous les voiles de la religion, achèvera l'entreprise de saccage de l'intelligence. C'est ainsi que Youssef Sebti, Tahar Djaout et tant d'autres anonymes mourront de cette gangrène qui avait emporté Jean Sénac. Jean Sénac a été persécuté par tout le monde. Non seulement l'État, et c'est très facile de jeter la pierre sur l'État, mais de grands intellectuels algériens, de grands artistes ont persécuté Jean Sénac, et je tenais à le dire parce que ça n'a pas été dit,
On avait dit cette phrase terrifiante qui l'avait fait vraiment souffrir, qui ne t'appelle pas Mohamed Ben Sénac. Ça lui est resté dans la gorge. C'est ce fameux Malek Ada qui lui avait dit un jour au bar du Bonaparte, quoi que tu fasses, Sénac, tu ne seras jamais reconnu comme un poète algérien. Tu t'appelles Jean Sénac, tu t'appelles pas Omar. Ça lui a fait mal cette phrase? Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'était terrible, surtout à cette époque. Ça, c'était en 1957. Ça a été terrible, 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 terrible. Jean, après ça, il est resté... Je crois qu'il est resté au moins 6 jours au lit sans bouger. Il voulait plus sortir, il voulait plus manger. Enfin, ça a été terrible. Quand on lui a dit un jour qu'il devait rentrer, comment, moi qui suis né dans ce pays, en plus il y avait les accords d'Évian qui étaient pour lui, qu'on voulait lui faire des démarches comme s'il avait été un étranger dans ce pays, lui qui se sentait tellement algérien, il en avait une humiliation quotidienne, et je crois que c'est une des choses. S'il n'avait pas été assassiné, il en serait peut-être mort de dépit ou de chagrin, je crois. Là, l'Algérie indépendante était d'une cruauté à l'égard de Sénac qui est absolument épouvantable. Le peuple le reconnaît comme algérien. Il vivait au-delà de Saint-Eugène, à la pointe, au milieu des gens, des Algériens. Jean, c'était l'ami de tout le monde. Chacun l'appelait soit Jean, soit Yahya, et ça ne posait aucun problème à personne. C'est une question de bêtise, hein, de ceux qui nous gouvernent. Un truc du chauvinisme étriqué. Oui, c'est le chauvinisme étriqué, c'est cette façon d'avoir configuré la nationalité à partir de la religion, parce que qu'est-ce qui distinguait les uns et les autres? C'est un des aspects de l'histoire de notre nationalisme, c'est tout. En mars 1973, au moment où il a reçu sa convocation du juge d'instruction, pour la constitution d'un nouveau dossier de naturalisation, parce qu'il en a fait, des dossiers qui sont égarés dans les arcanes du ministère de la Justice. Il a dit, effectivement, je me rappelle très très bien que quoi que je dise en Algérie, quoi que je fasse, je reste pour beaucoup d'Algériens l'éternel Gaouri. Après tout, je suis plus algérien qu'eux. Au fond, il souffrait beaucoup de l'indifférence apparente que manifestaient ses anciens amis, genre Ahmed Taleb Ibrahimi, Mostefa Al-Ashraf, encore que ces deux hommes soient très différents, et d'autres. Et il s'imaginait peut-être qu'en lançant des pétards ou des bombes sur ses idées politiques, son homosexualité, comment dire, le fait qu'il était partisan de l'égalité des hommes et des femmes, des idées effectivement révolutionnaires dans l'Algérie d'après l'indépendance, qui au lieu de prendre des voies modernistes a pris des voies rétrograde dans beaucoup de domaines. Il a réalisé une émission en 2 parties en septembre 1971. Cette émission elle est passée en novembre 1971 et depuis elle a cessé. Mais Sénac n'a jamais reçu la moindre notification ni la moindre explication sur son éviction. Pour lui, c'était toujours le ministre de l'Information et de la Culture de l'époque qui était derrière ça. Il lui a même écrit une lettre qui est dans l'ouvrage de Pérancel Hugoz. Et puis le mois de mai 73, donc 3 mois avant sa mort, 3-4 mois avant sa mort, il a écrit une lettre au directeur de la RTL. Il dit, écoutez, j'ai été injustement chassé d'une maison qui est la mienne, je voudrais avoir des explications. Je ne pense pas que le dirigeant de la RTA pouvait prendre une telle mesure si ça ne venait pas de là-haut. Non, ça venait de là-haut, parce que... C'est certain. Mais à ma connaissance, c'est lié à la vie privée de Sénac, tout ça. Parce que dans un poème, Citoyen de Laideur, justement, qui était dédié aux gens de la RTL, il dit que je suis, voilà, ce que je suis. Ouais, c'est-à-dire qu'il a été un peu osé. Quand on a découvert ça, parce qu'on a découvert tardivement, le grand public a découvert tardivement. Son homosexualité. Absolument. Très peu de gens le savaient. Les 2 dernières années de sa vie, quand il a été chassé de la radio, ça, je dois dire, ça l'a... À ce moment-là, il s'est dit, il n'y a plus de raison que leur fasse de cadeaux. Il a publié des poèmes très violents, qu'il n'aurait pas publié tant qu'il avait cette émission qui était sa vie, qui était très écoutée, puisque même les journaux du gouvernement avaient écrit que la seule concurrence pour la retransmission d'un match de foot, c'était quand même l'émission Poésie sur tous les fronts. C'est énorme. On ne se rend pas compte de l'importance que ça avait. C'est bien pour ça qu'elle a d'ailleurs été interdite. Dans cette ville, la jeunesse est un crime. L'intelligence est un crime. La beauté est un crime. Sur la rogne, la crasse et la vulgarité. Que fondrez-vous, ô ministre? Ses derniers amis algériens l'ont abandonné parce qu'ils avaient peur.
notamment le fameux Mostefa Ashraf, auquel il a envoyé des appels au secours jusqu'au bout et qu'il a laissé tomber. Il s'est trouvé qu'il n'avait plus que comme ami 2 ou 3 pieds noirs, la fameuse Nathalie, qui est morte récemment et qui le nourrissait, au fond, bien qu'elle soit elle-même très peu riche. Et puis le couple Maisonseul, l'urbaniste Maisonseul, qui lui avait été directeur du musée des Beaux-Arts d'Alger, qui était plus à l'aise, et lui et sa femme le recevaient. Et puis moi-même, il arrivait qu'à 3 h du matin, il tape, venant demander un morceau de pain, ou à 9 h du matin pour prendre une douche, parce que dans cette cave où il vivait, il n'y avait rien, il n'y avait aucune commodité. Il y écrivait, puis il sortait, puis il est arrivé à un moment donné où il n'avait plus rien à manger. Du soleil devenu sa signature, Jean Sénac est passé à la nuit dans une cave reclue, où il a continué au milieu des rats à se nourrir de mots, ses fidèles et éternels témoins qui vont l'accompagner dans sa dernière demeure. Laisser le poète écrire dans son pays, voilà un acte insupportable pour les idéologues de l'exclusion. Alors il leur fallait lui interdire la parole, mais dans une ultime protestation, le poète refusa et le silence et l'exil. Sa résistance le mena à la mort qu'il préféra au reniement pour s'assurer qu'il reposera dans cette Algérie qui l'enveloppe à jamais de sa terre généreuse. L'heure est venue pour vous de m'abattre, de tuer en moi votre propre liberté, de nier la fête qui vous obsède. Soleil frappé, des années saccagées remontera mon corps. J'avais dîné avec Jean Sénac chez des amis, où Jean Sénac nous a dit « Vous allez voir, on va m'assassiner et on remettra cela sur un crime passionnel. » Une autre personne l'avait vu le jour précédent, la nuit de son assassinat, l'avait vu rue Didouche-Mourad, le haut de la rue Didouche-Mourad, où il y avait l'ancien ministère de l'Information. Il y a le Sacré-Cœur. Il a arpenté le trottoir, il était tremblant. Il semblait avoir un rendez-vous. Donc Sénac a été menacé. Sénac avait peur de quelque chose. Et la personne qui est rentrée chez Sénac avait rendez-vous avec Sénac. Parce que rien n'a été fracturé. On n'a plus rien. C'est dommage. Non, on ne voit plus rien. Rien. Tous les amis qui avaient approché Sénac, les comédiens, les poètes, ont été interpellés par la police et ont été même rudoyés, certains. Moi, j'ai été interrogé par la police. Ils ont été très corrects avec moi. Et dans l'interrogatoire, j'ai senti qu'il voulait mener à cette hypothèse d'assassinat lié à une affaire de mœurs. Et je me rappelle, Senghor, il est allé voir le président Boumedienne, ça de Jean de Maisonseul, pour s'enquérir de l'assassinat de Sénac. Et parce que c'est le président Pompidou qui l'a chargé de cette mission. Comme ils étaient de bons amis, on le sait, Pompidou et Sédar Senghor, donc il a chargé de ça. Et puis c'est pour ça, l'assassin a été rapidement, enfin, du moins le présumé assassin a été rapidement appréhendé, arrêté. Vous avez dit que le président Boumedienne était descendu, il a été voir. Oui, voir au commissariat. Oui, parce que c'était vraiment embêtant pour tout le monde, même pour ce... Bon, moi, à mon avis, ça a été très expéditif. Ils ont arrêté quelqu'un, ils ont titré dans les journaux « Crime crapuleux ». Or, cette personne qui a été arrêtée
Une autre personne est venue lui procurer un alibi. La personne a été relâchée. Maintenant, crime crapuleux pour lui voler quoi? Je crois qu'il avait touché 500 dinars de la Sonatrach. Il avait fait une tournée avec la Sonatrach. C'est en juillet, oui. Il vivait vraiment. Ah, il a toujours... Il a jamais eu d'argent. Oui, il était toujours pauvre. Soit en France. Il ne mangeait même pas à sa faim, parfois. Il ne mangeait pas à sa faim. Oui. D'après mes informations, d'après des confidences que j'ai reçues, y compris de policiers algériens qui se sont réfugiés en France, qu'évidemment je ne peux pas citer dans ce livre, que Sénac a été assassiné parce qu'il gênait l'aile islamiste du parti unique. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre explication possible. Si on assassine un homosexuel, ça peut être pour le voler. Or, Sénac, il n'avait rien. On ne va pas tuer quelqu'un uniquement parce qu'il est homosexuel, surtout un de ses petits amis, je veux dire. À la rigueur, on peut lui flanquer un coup de poing si ça lui plaît pas, si les propositions qu'on lui fait ne lui conviennent pas, mais pas l'aller assassiner chez lui de 25 ou 30 coups de couteau dans la cave où il habitait. Je lui avais dit en 71, j'avais dit, Jean, je crois que tu vas trop loin, tu vas y laisser la peau. Moi, je voulais absolument qu'il rentre en France à cette époque-là. Je l'ai supplié, mais je sais pas combien de fois on dit, allez, viens, rentre, Jean, ça va mal finir. Ça allait pas, quoi, ça allait pas. Alors, ça allait pas politiquement parlant, ça n'allait pas. Bon, moi, j'avais peur, politiquement. Mais ça n'allait pas non plus dans sa vie d'homosexuel, enfin dans ses rapports. Alors, il y avait un mélange des deux. C'est dans ce sens que, bon, Péroncel a toujours pensé que j'avais un différend avec lui parce qu'il avançait une thèse pour laquelle j'étais pas d'accord. Là, je pense que Péroncel se trompe. C'est pas dans ce sens que j'avais un recul sur la thèse de Péroncel, mais ce que je reprochais à Péroncel, c'est de ne pas lui avoir donné à Jean une parenthèse, c'est-à-dire d'avoir aussi choisi lui-même sa mort. Belle la route qui mène à mon pays, bordée de lauriers blancs et de lauriers roses, de pins et de figuiers, de vignes et de mimosas, de palmiers et d'oliviers. Plus délicat que la branche et la feuille et la fleur du jasmin était mon frère. Je suis arrivé au cimetière chrétien de Ain Benyam et me suis mis à chercher la tombe de ce frère-là. Sous le soleil de plomb, je commençais à désespérer de ne pouvoir filmer sa tombe quand, au miracle, un appel sur le téléphone mobile me redonna confiance. Au bout du fil et à l'autre bout de l'Algérie, Nasser Khodja me donna les précieuses indications pour retrouver le monticule de terre et de pierre où repose Jean Sénac. À défaut de reposer dans un cimetière musulman comme le poète en avait émis le souhait, ses amis lui ont construit un peu à l'écart une tombe qui ressemble par sa simplicité aux tombes des cimetières musulmans. Alger Sénac, tout a été cassé. Il y a Enac là, poète Jean Sénac. Tiens, si on reconstitue ça, voilà. Le poète. Jean Sénac, Alger. Il manque quelque chose, il doit y avoir. Ah, c'est en 1000 morceaux là. Des restes de la fresque de Martinez.
Oh, j'appelle la nuit. Que la nuit passe vite. Au jour, je vous salue. Vous me reconnaissez. Vous l'avez vu pour la dernière fois quand, alors, du coup? Peut-être une dizaine de jours avant. Et il paraissait très inquiet. D'abord, il était au chômage. Il avait plus aucun moyen de subsistance. Et il vivait dans cette cave que vous allez, qui se trouve rue Élysée-Reclus. Donc ce sont des souvenirs bien douloureux. Hein. Il y avait très très peu de monde. Je sais qu'il y avait des gens de l'ambassade de France quand même. Il y avait Jean et Mireille de Maisonseul, son fils adoptif Jacques Miel. Par la suite, d'autres hommages lui ont été rendus par Pierre Comte, qui était directeur du Centre culturel français, par l'abbé Bérenguer.